Alors Bertrand, avant, de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les agriculteurs, on va faire un petit rappel Mmh. à nos auditeurs, hein, qui sont, chaque jour de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, on vous le dira jamais assez, on a besoin de vous pour l'algorithme et pour que YouTube mette en avant les vidéos. Ça fonctionne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais plus vous serez nombreux, plus Action Écologie sera connue, plus Action Écologie sera connue, plus vos idées seront portées, en fait. Donc, Voilà. abonnez-vous, n'oubliez pas. Oui, exactement. Et on a une vidéo qui marche très bien là, de l'intervention de Chantal Delsol au colloque, au fameux, dorénavant, fameux colloque du 15 novembre. Tout à fait, qui a été la conférence introductive du Voilà. colloque et effectivement qui rencontre beaucoup de succès, presque en général les interventions de Chantal Delsol sont quand même toujours très pertinentes et intéressantes donc Oui, oui, on c'est peut toujours très. Enfin, on comprend tout déjà, contrairement à voilà. d'autres intellectuels où on s'ennuie et on comprend rien. Il n'y a pas de jargon. Et puis on a fait un petit extrait aussi de son anecdote fantastique sur le glacier. Allez écouter ça. Les glaciers qui font ou pas. Sur TikTok, ça a fait plein de vues. On a plus de 26 000 vues sur TikTok sur l'anecdote du glacier, qu'ils font dans le petit musée de montagne donc voilà, Voilà. on c'est l'anecdote du musée de montagne Voilà. comme on dit On n'en maintenant. dit pas plus, mais allez voir ça, On n'en dit pas plus, voilà, mais c'est quand allez même voir et rigolo. puis allez voir la vidéo en entier si vous ne l'avez pas vue et il y a une autre vidéo, hein, du colloque, hein, qu'on a mis en ligne, il y a très peu de temps, qui est la deuxième Ah oui, conférence de cette grande journée, celle du porte-parole d'Action Écologie, Bertrand Alliot, oui. qu'on a eu le plaisir d'entendre, au colloque du 15 novembre. Voilà, Oui, c'est alors aussi j'ai un score bien moins grand que Chantal, hein, mais je compte sur vous pour que l'élève puisse dépasser le maître, puisque j'ai été son élève, puisque j'ai fait ma thèse avec Chantal Delsol. Mais bon, ouais, je crois que je serai toujours en dessous. ça n'empêche Mais pas de partager, liker et ouais. commenter. Et j'ai beaucoup bougé aussi pendant l'intervention, et donc le caméraman m'a fixé malheureusement, et donc ça donne un peu le tournis. Donc écoutez-moi et ne me regardez pas, écoutez-moi, vous n'aurez pas le mal de mer comme ça. Voilà. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir, parler du sujet qui nous intéresse cette semaine, c'est-à-dire, la colère agricole, et l'action qu'ont fait les agriculteurs d'aller, poser un mur symbolique, devant l'INRAE, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc les agriculteurs essayent de relancer leur révolte qui a eu lieu il y a un an. Alors celle-là a moins de prise, j'ai l'impression. Alors en plus, le salon de l'agriculture va avoir lieu en février, on est un peu loin encore. Et donc, il y a effectivement quelques actions qui sont menées. Et bon, moi, le problème de l'agriculture, si tu veux, je suis un peu... J'aime pas répéter ce qui est dit en général par les défenseurs de l'agriculture, parce que je pense que l'agriculture a beaucoup de problèmes économiques et qui a besoin d'une réforme économique. Si tu veux, il y a un modèle agricole français qui n'est pas forcément soutenable, parce qu'il est, je suis désolé, ça va choquer beaucoup de gens, mais je vais le dire quand même, parce qu'il n'est pas assez industrialisé dans certains domaines, dont l'élevage. Ça, c'est ma conviction. Je pense que malheureusement, on en est là. Et donc, il y a une espèce de... On focalise sur des sujets comme le Mercosur. Je ne suis pas sûr que ce soit si négatif pour l'agriculture française, parce qu'il y a aussi des choses dont elle pourra bénéficier, je pense aux produits laitiers, etc. Bon, bref, mais il y a eu plein de gens qui ont dit qu'il fallait, par exemple, plutôt réformer la PAC que critiquer le Mercosur. Donc, il y a quand même, il faut essayer de comprendre, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on veut bien nous faire croire, quoi. Donc, j'aime pas les pensées un peu simplistes, donc arrêtons aussi de focaliser forcément sur ce Mercosur qui est un accord bilatéral. Et un accord bilatéral, en général, il n'est pas fait contre les intérêts, enfin, ils essayent de mêler les intérêts de chaque partie, évidemment. Alors, ce qui ne veut pas dire, puisque c'est européen, on dit souvent, c'est on va sacrifier la viande française pour vendre des bagnoles allemandes et italiennes. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais ce n'est pas quand même tout à fait vrai. Les produits agricoles peuvent bénéficier aussi de l'accord. Bon. Bon, bref, mais donc le voilà, ça tourne beaucoup autour de cette question du Mercosur. C'est un peu un truc emblématique. Et puis il faut rappeler aussi qu'il y a des élections bientôt. Donc c'est aussi pour ça que les syndicats font beaucoup de choses en ce moment, hein. Il faut aussi pas être tout à fait naïf sur ces questions-là. Donc, non, ce qu'on voulait évidemment évoquer, c'est qu'ils vont essayer de... Ils s'en prennent à deux symboles en dehors du Mercosur, que sont l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ça c'est connu, c'est ce qui fait les contrôles sur le terrain, tout type de contrôle d'ailleurs. Et l'OFB, si tu veux, c'est un organisme qui a été créé, je crois que c'est en 2019,
notamment après la loi sur la biodiversité, me semble-t-il. Et il rassemble plusieurs éléments, dont l'ancien Office national de la chasse, l'ONCFS, ça s'appelait de la chasse et de la faune sauvage, et puis alors le Conseil supérieur de la pêche, qui avait changé de nom d'ailleurs. Enfin, on a essayé de mettre dans un même organisme toutes les polices de l'eau, de la faune sauvage, etc. Et donc on l'a rassemblé dans cette OFB avec ce mot biodiversité qui est un peu emblématique de l'écologie en fait. Et il y avait différentes cultures, si tu veux, à l'Office national de la chasse, à l'ancien CSP, donc sur la pêche, et plein de contrôles. Mais en fait, on a agrégé tout ça. Et je pense que la culture dominante à l'OFB, c'est plutôt une culture maintenant très, très écologiste dans le sens un peu pénible des choses, où ils donnent la priorité finalement davantage aux aspects environnementaux qu'aux aspects économiques. Et donc, on a toujours, puisque ces deux choses sont contradictoires, la chose est qu'on essaye de trouver un équilibre. Et donc, l'OFB est vraiment devenu le symbole de quelque chose qui est à abattre parce qu'elle est dominée par une idéologie. Je pense que c'est. Et puis le fait donc qu'elle ait fusionné plein d'organismes a renforcé ça, à mon avis. Et donc, effectivement, il y a eu, alors à Guéret, ils ont fait, je crois que c'est là où ils ont emmuré, alors je sais plus, hein, il y a à Beauvais aussi, et dans le Tarn-et-Garonne, ils ont carrément saboté, on ne sait pas vraiment qui l'a fait, mais le véhicule, je crois, du directeur de l'OFB, donc c'est allé assez loin, c'est pas très intelligent de faire ça quand même, mais donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'OFB? Oui, c'est que j'ai vu récemment, ça c'était intéressant, il y a un youtubeur, on peut dire ça comme ça, qui a interrogé un, un chasseur dont le chien a été tué par des loups. Et donc j'ai partagé ça sur X, et donc vous pourrez aller voir l'interview de ce chasseur finalement. Et alors il s'est adressé après à l'OFB. Et l'OFB, en fait, a un peu tiqué en voulant absolument faire croire, en tout cas c'est ce que dit le chasseur, il faudrait avoir la version de l'OFB, que c'était pas du tout du loup, c'était plutôt des sangliers, enfin rien n'était établi, etc. Alors que le chasseur a vu les traces de loup, les crottes, et puis alors ils font des analyses, je crois, mais son chien aussi a des morsures très spécifiques qui sont pas du tout celles du sanglier. Mais donc tu as eu une attitude très ambiguë de l'OFB pour protéger finalement le loup, quoi, pour le dire simplement. Et donc on voit là qu'il y a une espèce d'idéologie, encore une fois écologiste, hein, plutôt que c'est vrai que le loup pose des problèmes et qu'il faudrait que les agriculteurs puissent l'abattre sans, comment dire, sans autre forme de procès. S'il y a des loups qui s'approchent de leur troupeau, ou je sais pas quoi, ils devraient avoir le droit de les flinguer parce qu'ils protègent leur gagne-pain. Mais donc, on voit l'attitude comme ça des agents de l'OFB, voire du directeur de l'OFB, qui est quand même très, très ambigu. Et plutôt que de soutenir, finalement, soit les chasseurs, soit les agriculteurs, quand ils font face à ce genre d'événements, ils vont essayer de diminuer la responsabilité du loup. Et je trouve ça, cet comportement, alors il faudrait encore une fois avoir la version de l'OFB, mais ce comportement un peu problématique, quoi, et qui est un peu symbolique aussi de ce qui se passe un peu à l'OFB de façon générale. Il y a eu un rapport du Sénat à propos de l'OFB, et donc où il y a une emprise d'une idéologie écologiste, à mon avis, qui se fait et qui est, voilà, qui est aujourd'hui problématique. Donc voilà, le premier truc, c'était l'OFB. Mais alors, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, les agriculteurs s'en prennent à l'INRAE. Alors l'INRA, c'était l'Institut national de recherche en agriculture, je crois qu'on disait ça, et c'est devenu INRAE, avec environnement, je crois, ça veut dire, parce qu'il y a eu la fusion, encore une fois, de deux organismes qui s'occupaient de recherche en agriculture et sur les sujets environnementaux. Mais là, c'est assez nouveau. Mais c'est vrai aussi, je crois que c'est significatif. Comme je l'avais déjà expliqué sur cette chaîne, il y a beaucoup d'organismes nationaux, de grandes écoles. Et on a parlé souvent ici de la grande école en agriculture qui est AgroParisTech, qu'on avait rencontré, si tu te souviens, qu'on avait vu au Salon d'agriculture l'an dernier. Oui. Et tous ces organismes sont de plus en plus écologistes dans leur façon de penser, dans leur l'obsession de la décarbonation, la diminution des rendements pour que la nature profite de tout cela. Enfin, tu vois, ils sont vraiment hantés par les questions écologiques de fin du monde, et donc ça a une répercussion sur la recherche qui est pratiquée à l'INRAE ou sur l'enseignement qui est fait à AgroParisTech, par exemple. Et je le répète encore une fois, mais tous les agriculteurs que je
rencontre me parlent des ingénieurs d'AgroParisTech qui sont complètement lobotomisés par des formes de radicalisme écologique. Et maintenant, c'est très très difficile de trouver un ingénieur agronome, apparemment, et qui n'est pas dans ce moule-là. Et l'INRAE, si tu veux, moi j'avais déjà senti qu'il se passait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient de plus en plus obsédés par les grands domaines, par les obsessions habituelles de l'écologie un peu radicale. Et quand tu vas d'ailleurs sur le site de l'INRAE, tu retrouves un peu ça, parce que ça se voit en termes de communication, si tu veux, ou de ce qu'ils publient, ça se voit très très vite dans quelle ambiance et dans quelle ambiance ils sont. Et là, tu vois tout de suite, donc, sur la première page de l'INRAE, par exemple, du site, tu as de la recherche aux solutions pour une agriculture durable. Donc, c'est toujours la question de la durabilité de l'agriculture. Avant, il y a 30 ans, on est plutôt sur la multiplication des rendements. Même si on faisait des conneries, c'était quand même essentiellement la performance économique qui était recherchée. Et là, c'est plutôt le l'assujettissement au sujet écologique. Donc, tu as le deuxième thème qui apparaît juste en dessous, c'est s'adapter au changement climatique et gérer les risques. Bon, s'adapter à la météo, ça a toujours été finalement quelque chose de très important en agriculture. Alors après, tu as à préserver la qualité des sols vers un référentiel d'indicateurs, puisqu'en fait, tout le monde parle de la qualité des sols, mais il n'y a pas d'indicateur et d'études réellement pour dire qu'il y a une baisse de la qualité des sols en France. Alors, ensuite, tu as, par exemple, sur la chaîne de l'INRAE, c'est significatif aussi, tu as les glaciers vont-ils tous disparaître dans 100 ans? Bon, alors je renvoie à l'anecdote de Chantal Delsol, vous verrez que, dont on a parlé juste avant, eh bien, les glaciers, pendant l'époque romaine, ben, il n'y en avait pas. Donc, tu vois que ça, c'est une reprise un peu alarmiste. Alors, tu vois un emoji qui fait une tête pas possible. Et puis, alors, juste à côté, donc, INRAE, l'extraordinaire quotidien, Léa, l'éco-équilibriste. Tu vois dans quelle ambiance on est? Ça pourrait être tout à fait ça, ce reportage-là, sur le site internet d'une ONG. Il n'y a pas de différence. Léa, c'est une fille, c'est une dame qui fait, je ne sais pas ce qu'elle fout. Elle fait de l'éco-équilibriste. Voilà, bon. Et donc, quand tu regardes les revues aussi de l'INRA que je suis allé voir, tu vois qu'à peu près 2 tiers des sujets, c'est quand même très, très marqué de l'idéologie écologiste. Et donc, le fait qu'ils s'en prennent à l'INRA, alors c'était surtout sur, je crois, l'interdiction de certaines molécules pesticides, eh bien, c'est à mon avis significatif. C'est un peu comme l'OFB, où ils voient ces organismes nationaux-là qui ont basculé depuis quelques années dans un militantisme écologique. Et je pense que le fait qu'ils aillent comme ça vers ces organismes, qu'ils les dénoncent, qu'ils les emmurent, etc., en fait, est une démonstration du fait qu'ils ont compris que, voilà, spontanément, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ce qui se passait. Et donc, ils dénoncent finalement l'esprit du pacte vert qui est un peu pris sur tous les organismes. Et c'est un peu malheureux, effectivement. Donc, voilà. Et donc, je voudrais quand même dire aussi, je l'ai dit souvent ici, mais j'aime bien le répéter, que là, j'ai lu, tu sais, j'avais été invité dans la Haute-Vienne, à Limoges, pour faire une intervention, notamment par la coordination rurale qui a gagné la Chambre d'agriculture, qui préside la Chambre d'agriculture. Et le président, alors il s'appelle Bertrand, il a le même prénom que moi, j'ai omis là, son nom de famille, j'ai un peu oublié, mais vous pouvez retrouver ça. Eh bien, il se félicitait dans un dernier éditorial sur la revue de la Chambre d'agriculture que les agriculteurs avaient fait beaucoup de méthaniseurs. Enfin, il avait encouragé la méthanisation. Et la méthanisation, alors à mon avis, c'est une solution qui peut rapporter des sous aux agriculteurs qui sont en difficulté financière. Donc, c'est un peu une opportunité pour eux. Mais c'est aussi, à mon avis, une solution nationale défendue par l'État qui est complètement débile. Pour tout un tas de raisons, mais surtout parce que ça coûte extrêmement cher de faire du gaz avec ces solutions-là, quoi. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne allocation des fonds publics. Mais c'est l'idéologie de la décarbonation qui envahit tout. Et les agriculteurs profitent de ça, comme ils peuvent profiter de l'installation des éoliennes, etc., ou des panneaux solaires sur leur hangar ou sur leur prairie. Et donc, à la fois, ils critiquent, mais comme ils sont pris à la gorge, ils collaborent aussi avec tout cela. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire à la fois sur l'OFB et sur l'INRAE. L'INRAE, c'est un peu nouveau. On n'en avait pas parlé sur cette chaîne. C'est un vieux, je sais pas. Alors, il est sous tutelle du ministère de l'écologie
Non, de l'agriculture et de la recherche. Tandis que l'OFB, parce que c'est toujours important de savoir qui gouverne ces trucs-là, qui sont les tutelles. L'OFB est sous la tutelle du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture. Donc ça, c'est très bien qu'il y ait deux tutelles justement pour équilibrer les choses. Voilà. Alors, tant qu'on est dans l'OFB, on va parler de biodiversité un peu. Ouais. Et on a eu une mauvaise nouvelle là qu'on a appris il y a quelques jours. Il y a une espèce qui a disparu, Bertrand, alors que tu dis que tout va bien. Ouais, tu as raison. Tout ne va pas bien parce que je te signale que c'est peut-être la première espèce qui a disparu depuis, alors je sais pas combien d'années, mais nous, tu sais, avec Christian, on avait mis dans notre étude là, que vous pouvez lire sur notre site Action Écologie, qu'il y avait deux espèces qui avaient disparu a priori d'Europe et pas plus. C'était le grand pingouin, mais ça date. Alors je sais pas quelle est la date, c'est peut-être 18e ou même avant, je sais pas exactement. Je n'ai pas révisé ce sujet-là. Et puis il y avait le roc, tu sais, la vache, là, enfin, le taureau, le bovidé. Et donc, il n'y avait jamais eu d'espèce disparue continentale en Europe. Et donc là, c'est la première espèce disparue, c'est le courlis à bec grêle. Alors le courlis, j'ai pas d'image là malheureusement, j'ai essayé de la télécharger, j'ai pas réussi, mais vous pourrez voir à quoi ça ressemble. C'est une espèce On va d'échassier. l'intégrer. Voilà, on l'intégrera. Donc courlis à bec grêle, c'est un bec, un échassier avec un bec courbé. C'est pour ça qu'il s'appelle courlis, j'imagine, ou c'est peut-être à cause de son cri, le courlis, je sais pas. Bon, peu importe. Mais ça a valu quand même un petit communiqué. Alors, toute la presse, la LPO en a parlé, bien sûr, Vaquita, Hugo Clément, enfin, tout le monde s'y est mis. Hein. Et alors, je te lis un peu ce qui a été dit par. Et puis, on verra après un peu plus, parce que c'est intéressant. Donc, ce qui a été dit par la LPO. Il est crucial de bien mesurer l'importance du signal d'alarme que représente l'extinction du courlis à bec grêle, car elle pourrait inaugurer une longue série macabre si nous n'agissons pas. Des animaux autrefois communs, comme les moineaux, les hirondelles et les hérissons, voient aujourd'hui leur population s'effondrer, etc. Donc ils ont fait un communiqué là-dessus. Mais alors, ils comparent le courlis à bec grêle avec des espèces qui ne s'effondrent pas, mais qui sont moins abondantes qu'avant, mais qui sont encore abondantes, que sont donc les hirondelles, les hérissons et les moineaux. Il ne faut pas exagérer, ces espèces-là ne sont pas du tout en danger d'extinction. Bien loin de là. Et puis il aurait pu citer, là il fait du cherry picking, monsieur Bougrain-Dubourg, hein, puisqu'il aurait pu citer toutes ces espèces qui vont mieux, mais bon, on ne reviendra pas là-dessus parce que c'est un débat infini. Mais surtout, alors, le courlis à bec grêle, ce qui est intéressant, alors il y a plusieurs espèces de courlis. Le plus connu, c'est le courlis cendré. Et puis, il y a le courlis corlieux aussi en France. Il n'y a que 9 espèces de courlis dans le monde. Je crois que c'est 9. Je l'ai de ce livre extraordinaire que j'ai mis à côté de moi parce que je l'adore. C'est All the Birds of the World. Il y en a 11 000. Et donc, ils sont décrits, tu vois, tous les oiseaux. D'ailleurs, tu vois que des espèces se ressemblent énormément. Si tu vois, là, il y a des pigrièches à droite. Peut-être pour vous, c'est à gauche. Peu importe. Mais tu vois, c'est des espèces différentes. Mais regarde à quel point elles se ressemblent, ces espèces différentes. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est toujours... voilà, parce que c'est des subtilités. Alors, d'ailleurs, et en plus, la catégorie d'espèces, comme on le sait bien, c'est une catégorie artificielle qui ne correspond pas bien à la réalité des choses. C'est une catégorie qu'on a inventée pour essayer de comprendre et de décrire ce qu'il y avait. Mais c'est plus compliqué que ça. Bon, bref. Mais donc, voilà. Et donc... et d'ailleurs, il y a le courlis, le courlis à bec grêle qui est dans ce truc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le courlis à bec grêle, si tu veux, c'est pas du tout nouveau qu'il soit disparu, puisque la dernière observation date d'après ce qui est dit, c'est 1995 au Maroc. Donc 1995, élection de Chirac, pour les plus jeunes d'entre nous, ça date depuis, alors ça fait combien? 30 ans? Ça fait 30 ans. Ça fait Puisqu'on est presque 30 ans, ça fera 30 ans dans 5 semaines. Donc il aurait pu être disparu il y a 30 ans, tu vois. Donc en fait, c'est parce que sa disparition a été officialisée par des ornithologues, si tu veux. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors j'ai vu d'autres dates aussi. Hein. Il y en aurait qui étaient... certains courlis auraient été observés en 2006, je crois. Enfin bref. Ou au début des années 2000. Mais donc c'était surtout un oiseau, si tu veux, dès qu'il a été découvert, il avait quasiment disparu. C'est l'impression que j'ai eue en regardant la littérature sur cette espèce. C'est une espèce surtout qui a été décrite la première fois, je crois, dans les années 1760, je crois que c'est ça. Et donc, qui s'est surtout observé en migration. C'est un oiseau migrateur qui nichait en Asie, et on le voyait notamment sur le pourtour méditerranéen et au Maroc, particulièrement. Et donc, c'est un oiseau, apparemment,
d'après ce que j'ai lu, qui était assez abondant au 19e siècle, aussi abondant que les autres espèces de courlis, et puis qui a diminué assez vite, et puis qui a disparu. Mais, alors d'après ce que j'ai vu, plusieurs sites disent que c'est un des oiseaux les plus mystérieux qu'on connaisse. Pourquoi justement? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Et notamment ces zones de reproduction, alors on dit que c'est... alors c'est en Russie. Notamment, alors ça c'est Wikipédia en français qui dit un seul nid a été trouvé près de Omsk. C'est au début du XXe siècle, donc ça doit être en Russie. Et les lieux de reproduction sont très mal connus. Donc si tu veux un oiseau, une espèce d'oiseau dont on a... Alors un seul nid a été trouvé, dit la version française. Si j'ai lu la version anglaise de Wikipédia, ils disent le dernier nid trouvé, c'était en 1909, ou entre 1909 et 1925. Donc, je sais pas, il y a des différences. Mais si tu veux une espèce qui a été décrite dont on n'a trouvé qu'un seul nid, c'est vraiment rarissime. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette espèce, c'est vraiment une espèce qui, dès qu'elle a été découverte, était déjà quasiment plus là, quoi. J'exagère un peu parce qu'elle était quand même observée en migration. Et ce qui est un peu dérangeant, donc, c'est qu'on a vraiment ce qu'il faut retenir sur cette espèce, c'est plutôt notre méconnaissance de cette espèce. Parce que, encore une fois, on ne savait rien, notamment de sa reproduction. Il n'y a que des suppositions, tout est au conditionnel. Et donc, mais ce qui est pénible, c'est que dans plusieurs endroits, tu as dit pourquoi il a disparu. Ah bah c'est la diminution, la perte d'habitat causée par l'agriculture intensive et le drainage. Ça, c'est ce que dit la LPO. Mais en fait, à partir du moment où tu n'as quasiment pas d'observation dans les zones de reproduction, tu n'as retrouvé qu'un nid, et tu ne sais pas en fait où se reproduit vraiment cette espèce. Tu le vois en migration, mais tu ne sais pas où il va se reproduire. C'était comme les grues dans l'Antiquité, on les voyait passer et puis on croyait qu'elles allaient se reproduire dans les sources du Nil. Voilà, c'était mythique, ça n'avait pas de sens. Et là, c'est pareil, c'était dans l'autre sens. On savait où elles hivernaient au Maroc, mais on ne savait pas où elles se reproduisaient, en gros, où on avait une vague idée, en fait. Et donc, cette vague idée, c'était dans une zone particulière assez de Russie, où il y aurait eu effectivement des changements très importants, parce qu'il y a eu l'implantation de champs pour l'agriculture. Et donc, ça aurait bouleversé l'habitat, c'est tout à fait possible. Sauf que je crois que c'est le Wikipédia en anglais, où il raconte que, en fait, la diminution de cette espèce avait déjà eu lieu avant que vraiment il y ait eu une intensification des pratiques. Donc, en fait, ils affirment quelque chose, la LPO là, particulièrement, et Vaquita aussi, sur la destruction des milieux et l'agriculture intensive, mais on n'en sait rien, en fait. C'est une supposition, c'est tout à fait spéculatif. Donc tu vois, on peut aussi les reprendre à la manière de laquelle on a essayé de me reprendre sur mon article du Point, tu vois. Donc il faut arrêter d'affirmer des choses qu'on ne connaît pas. Cette espèce est trop mal connue pour pouvoir affirmer que sa disparition est liée à l'intensification de l'agriculture. Voilà. Donc, alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a une autre espèce qui s'appelle le courlis esquimau, je crois que ça s'appelle, mais c'était la version américaine du courlis à bec grêle. D'ailleurs, j'ai regardé dans All the Birds of the World, et ils se ressemblaient vachement, ces deux espèces. Et apparemment, elle a disparu aussi de l'autre côté. Enfin, il y a quelque chose de très mystérieux, parce que de l'autre côté, ils ne devaient pas se reproduire en Russie, tu vois, ça devait être d'autres lieux. Alors, c'est assez marrant que ces deux espèces, qui se ressemblent manifestement beaucoup, est disparu aussi. Donc il y a une espèce de... Cet oiseau est très mystérieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, contrairement à ce que fait la LPO ou d'autres qui essayent de surfer sur le catastrophisme, c'est que c'est vraiment pas une espèce qu'il faut prendre en exemple pour essayer d'élargir le truc à toutes les espèces du monde, ou de parler du moineau, de l'hirondelle ou du hérisson. C'est carrément ridicule. Mais franchement, là, tu vois pas le rapport entre le courlis à bec grêle, qui est un oiseau mythique. Ça, c'est vrai, des ornithologues. Moi, j'ai toujours entendu parler du courlis à bec grêle comme un espèce de Graal de l'observateur qui arrive à voir ce truc. Donc peut-être dans les années à venir, justement, le jeu sera de retrouver le courlis à bec grêle, et il n'est pas exclu qu'un jour on retrouve des populations de courlis à bec grêle. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on estime qu'un oiseau ou qu'une espèce est disparue, et puis qu'on le voit réapparaître. Voilà. Ou qu'on trouve d'ailleurs des milieux de reproduction. Merci pour cet éclairage, Bertrand, parce que je t'avoue que quand je t'ai envoyé l'article de Vaquita sur cet oiseau qu'on m'avait envoyé, on me l'avait envoyé avec la question «Qu'en pense Bertrand?» Donc Ah, bah alors la réponse est là. Mais voilà. oui, d'accord. Et qui t'avait envoyé cette question alors?
Via quel canal? Sur les réseaux De sociaux, tu veux dire? non, non, dans mon cercle personnel. Ah, d'accord. Bah Voilà. écoute, tu enverras la vidéo, mais Mais voilà, on a toujours besoin en fait, maintenant, de ton avis quand on entend parler d'une espèce qui est en voie de disparition, qui disparaît ou qui va bien et cetera ouais. voilà, pour savoir ce qu'il en est, puisqu'il y a tellement d'exagération, des uns et des autres, avec en plus, tu vois, contrairement à toi qui fais ce travail, eux ne donnent pas tous les éléments de contexte, donc Oui, oui, toujours là, ils sont voilà. vraiment indispensables parce qu'elle Voilà. finalement, elle est disparue il y a 30 ans. Voilà, au lieu de de Oui, nous c'est faire croire ça. que Et puis c'est c'est vraiment plutôt que l'Arlésienne, bien cet sûr. oiseau, c'est l'Arlésienne. On ne savait pas, l'oiseau peut-être le plus mystérieux du monde. D'ailleurs, ça m'a donné envie quand j'ai fait ces recherches là, avant de faire notre vidéo, vraiment de faire un. Il faudrait qu'on fasse un documentaire ou même un livre sur ce mystère de Courlis à bec grêle. On pourrait faire une recherche comme ça. Voilà. On demandera peut-être des fonds pour faire Voilà un ce sujet de documentaire. exactement, ou un sujet de recherche pour des sympathisants d'Action écologique qui Ouais, auraient envie aussi de leur côté ouais. de participer à nos travaux, voilà, bah, l'appel est lancé. Voilà, donc bon, écoutez, surtout regardez bien avec vos jumelles, si vous voyez, regardez bien les courlis. Si vous pouvez pas voir un courlis à bec grêle, photographiez-le surtout, c'est très important. Merci beaucoup Bertrand. De rien, à bientôt.